in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime. MVP, baby. He didn't do that, did he? Lamb out. Tie game with 5 seconds remaining. Shot. What a perfect ending to a historic day. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 148 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour m'accompagner cette semaine, il y a un seul homme. Ça va, Tom ? Ouais, ça va et toi ? Bah ça va très bien, je suis arrivé au dernier moment, j'ai été censé être absent cette semaine, mais Alan, qui était censé me remplacer de base, est malade, il est cloué au lit, on lui souhaite un bon rétablissement, donc me voilà pour le malheur de tout le monde, hein. Je me suis réimposé. Pour parler cette semaine de l'événement de la semaine, Kristaps Porzingis tradé à Dallas. Il y a eu une semaine un peu folle du côté de la NBA entre Anthony Davis, Kyrie Irving qui pourrait peut-être partir, c'est la rumeur du moment, et le trade de Kristaps. Il s'est passé beaucoup de choses. On a décidé de se concentrer sur le concret, le trade qui est vraiment arrivé, pas les potentielles rumeurs. Donc comme je l'ai dit, Kristaps qui est arrivé du côté de Dallas. On va revenir longuement sur ce trade. Dans l'overtime, on discutera de Victor Oladipo, comme promis, la blessure d'Oladipo qui déjà se fait sentir du côté d'Indiana. Et puis enfin, on va finir par le All-Star Game. Les remplaçants ont été connus et on va discuter un peu là-dessus parce qu'il y a eu déjà des petits mécontents, je pense notamment du côté d'Utah. Comme d'habitude, comme chaque semaine, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, mais également sur les plateformes où vous pouvez écouter le podcast, que ça soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, SoundCloud et même YouTube, où vous pouvez toujours retrouver le profil mercredi soir à 20h. N'oubliez pas, ça nous fait toujours plaisir si vous pouvez de nous noter, nous donner les 5 petites étoiles sur iTunes. On sait pas pourquoi, mais ça aide sur iTunes d'avoir 5 étoiles. Apparemment, ça projette le podcast et ça l'affiche beaucoup plus haut et ça nous aide à conquérir de nouveaux auditeurs. Donc, si vous le faites, ça nous aide vraiment. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour analyser le trade entre les Mavericks et les Knicks. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Kristaps Porzingis atterrit à Dallas seulement quelques heures après une réunion totalement expéditive avec les dirigeants des Knicks. L'ailier fort letton a donc été envoyé du côté du Texas avec Tim Hardaway Jr. et Courtney Lee. Wesley Matthews, DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. ainsi que 2 premiers tours de draft font le chemin inverse. On reviendra sur le détail de la protection de ces choix de draft plus tard, c'est très important. Le trade s'est effectué jeudi soir, il y a 3 jours au moment où on enregistre, autant dire une éternité dans le paysage NBA, d'où la question qui m'a agité, Tom, durant ces quelques courtes minutes ou 1 ou 2 heures où j'ai pu préparer cette émission en remplacement. Comment on peut aborder ce sujet différemment, puisqu'il y a à peu près 1 million d'émissions qui ont été publiées depuis ce trade. Donc je me suis dit, puis sachant que j'ai écouté pas mal d'émissions depuis ce trade, que je commence à comprendre un peu pourquoi les avis sont si partagés. Parce que oui, les avis sont partagés, contrairement à ce qu'on peut voir dans l'univers français de la NBA. Quand on voit ce que peuvent dire certains médias américains, c'est beaucoup plus partagé que nous. Et j'ai commencé à remarquer que l'idée qu'on se fait du futur du duo Luka Doncic, Kristaps Porzingis, le nouveau duo fort de Dallas, à court, moyen et long terme, l'idée qu'on se fait de ce duo dans l'avenir, ça détermine entièrement le jugement qu'on se fait de ce trade. Donc du coup, pour essayer une entame un peu innovante, sachant que je pense que la plupart de nos auditeurs auront entendu des heures et des heures de débrief sur ce trade, Tom, je vais te poser pour moi la question qui est centrale dans ce trade. Est-ce que tu crois au duo Doncic-Porzingis à l'avenir ? Globalement, moi, je vais dire que j'y crois, puisque théoriquement, sur le papier, quand tu regardes le skill set et les qualités des 2 joueurs, ce sont 2 joueurs qui sont totalement complémentaires. Donc, on a plutôt un premier initiateur très playmaker et très fort sur tout ce qu'un joueur qui mène le jeu doit pouvoir faire en la personne de Luka Doncic. Et on a une espèce de licorne, c'est-à-dire le joueur qui a des qualités basket qui sont celles d'un joueur qui
qui est beaucoup plus petit, mais qui lui fait ça à 2,21 quoi. Donc du coup, en termes de skill set, on a du coup le playmaker initiateur et aussi l'intérieur finisseur et protecteur de cercle, qui est capable aussi de switcher sur certaines séquences. Donc théoriquement, moi je trouve que c'est super quoi pour de pouvoir récupérer Porzingis. Après, là où j'ai émis des réserves, c'est que le cas Porzingis, on ne sait pas quel joueur ce sera quand il va revenir. C'est un joueur qui a disputé uniquement 62% des matchs qu'il aurait pu jouer dans sa carrière NBA. On sait que c'est toujours un joueur qui commence fort les saisons et puis qui en décembre-janvier, il finit pas la saison, mais on retient que ce qu'il a fait au départ. Donc à voir, à mesure que son temps de jeu a augmenté au fur et à mesure des années, il a commencé à jouer de moins en moins de matchs. Donc moi j'ai de grosses réserves sur la santé de Kristaps Porzingis. Oui, je comprends, c'est la santé de Kristaps qui te fait peur pour la suite. C'est un peu ça, c'est les 62%, j'avais aussi cherché la stat vite fait. C'est vrai que c'est pas un joueur qui est tout le temps en bonne santé, comme tu l'as dit, on l'a pointé du doigt plus d'une fois. Il se blesse d'une part, et surtout ses saisons sont un peu souvent les mêmes, il démarre très fort et il a ce coup de mou qui arrive tout le temps en décembre, janvier, ce qui fait d'autant plus peur quand t'es dans une équipe qui vise potentiellement les playoffs. Comment il va être en avril, on ne sait pas, on n'a jamais vu ça encore. Mais ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est la santé de Porzingis qui est le point noir. Et ouais, non seulement la santé, mais après ce qui peut se passer au niveau contractuel. En fait, si tu veux, si on peut revenir sur un peu l'historique des blessures un peu de Porzingis, c'est un gars qui a eu énormément de blessures au bas du corps. C'est la première fois qu'on a un joueur qui a un tel cocktail explosivité taille. Alors certes, il y a pas mal de joueurs, plus ou moins des arrières, qui reviennent du type de blessure qu'il a eu, mais c'est un gars de 2,21 quoi. Enfin, c'est pas pareil quoi. C'est pas Zach LaVine. C'est pas pareil. On sait pas ce que ça va donner. Et puis il a déjà eu des soucis aux chevilles, il a déjà eu des soucis aux genoux, plusieurs. Enfin, il a pas eu que la grosse blessure en fait. Il a eu pas mal de petites blessures avant ça. C'est ça qui moi qui me fait peur. Parce que tu en as parlé, Zach LaVine, il avait que cette blessure-là, en fait. Zach LaVine, il avait joué tous ses matchs, pratiquement, et boum, il a cette grosse blessure et il revient. C'est pas comme un joueur comme Kristaps qui a déjà eu un passif. C'est un peu, imaginez-vous, c'est un peu comme si Anthony Davis aurait une grosse blessure à l'heure actuelle. Tu te dis, ok, il y a cette grosse blessure, mais il y en a aussi d'autres qui précédaient. Donc il y a de quoi être inquiet à ce niveau-là. T'en as parlé, on peut aussi entamer par là la situation contractuelle de Kristaps Porzingis. Il a pas été, on en avait un petit peu parlé dans l'émission, il a pas été re-signé par les Knicks avant le début de saison. Il est donc il est restricted free agent potentiellement cette année. Alors il a dit, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait signer sa qualifying offer. Ça paraît tellement improbable que je ne vais même pas me lancer à vous expliquer pour un petit peu être un peu plus pédagogue en quoi ça consisterait, parce que c'est du quasiment jamais vu, et encore ça c'est totalement inimaginable pour un joueur qui reviendrait d'une année blanche. Est-ce que tu y crois, Tom? Mais moi, la dernière personne qui a fait ça mais qui revenait pas d'une année blanche, il me semble, c'est Greg Monroe qui avait refusé, qui avait pris la qualifying offer. Enfin, il avait fait le bon choix puisque finalement il avait trouvé un bon contrat à Milwaukee. Après, là où moi je pense qu'il y a une option qui a rarement été évoquée dans les différents podcasts que j'ai entendus, c'est si Kristaps Porzingis refuse de signer un contrat long peut-être sur 4 ans avec Dallas, mais qui va peut-être demander, il va essayer de signer une offer sheet avec 2 ans et une player option, c'est-à-dire que il a 2 ans assurés plus une player option pour la 3e année. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vu que si Dallas match à ce moment-là, ils pourront pas l'échanger la première année puisqu'ils auront matché l'offer sheet, donc du coup il est pas échangeable, donc il a une trade tacite par rapport à ça, et du coup si jamais il mettrait déjà la pression sur le front office puisqu'il aurait la player option à la fin de la 2e année pour être agent libre sans restriction cette fois-ci. Donc il aurait une année, ouais je vois, en fait il aurait une année où ils peuvent l'échanger et où il a pas vraiment le contrôle de sa destinée. Voilà. Une année quoi. Je pense que c'est une possibilité parce que le problème que j'ai, alors là dès le début ça se sent, ça fait 5 minutes qu'on discute, qu'on est peut-être moins enthousiaste que la plupart autour de cette arrivée. Le problème que j'ai, c'est que tu vas devoir le signer, ou enfin,
Bref, Dallas va devoir mettre de l'argent sur lui potentiellement sans l'avoir vu jouer 1 minute sous le maillot des Mavs. Ce qui est pour moi quand même totalement illogique. Enfin, ok, il a certes un gros passif, c'est un All-Star, il est très très jeune, il a que 23 ans, ok. Mais tu vas devoir quand même mettre de l'argent sur lui alors que tu l'as jamais vu jouer. Donc peut-être qu'en cela, l'idée du contrat court, ça peut être aussi une bonne solution pour Dallas, parce que tu l'as dit du point de vue de Porzingis, mais si du point de vue de Dallas, ok, il va chercher une offre quelque part, Dallas s'aligne, en fait Dallas remarque au bout de 6 mois, 1 an que Porzingis est plus le même joueur. Au moins ils peuvent se délester de son contrat beaucoup plus vite. Alors oui, il y a l'autre cas de figure où il revient très très fort et au bout de 2 ans il part ailleurs. Ok, mais Dallas peut peut-être y trouver un certain intérêt à ça. Ah oui, mais enfin, si on aborde le trade de cette façon-là, enfin, pour moi, Dallas, en gros, c'est un all-in des deux équipes, en fait, ce move-là. C'est-à-dire que c'est un deal qui peut être très bon pour les deux équipes, mais c'est un deal qui peut aussi devenir très mauvais et hanter les deux franchises pour de nombreuses années, quoi. Puisqu'en fait, Dallas, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, bon, ok, on a Luka Doncic, il est tellement bon qu'on pourra peut-être pas descendre au fin fond de la loterie pour récupérer un autre gros talent pour le récupérer, pour jouer avec lui, sachant qu'il y a déjà eu des soucis avec Dennis Smith. Donc du coup, ils font, je pense, all-in sur le meilleur jeune joueur qui était disponible au moment T, quoi. Puisque globalement, c'est pas une équipe qui arrive à attirer des agents libres. Même si paradoxalement, une partie de leur politique, là, dépend des agents libres. Parce que si tu te bases sur le fait que tu vas devoir re-signer Porzingis et il sera loin d'être gratuit, ça t'amène dans une situation où déjà, l'année prochaine, tu peux recruter personne. Enfin, il faut être honnête. Enfin, l'année prochaine, cet été. Cet été, tu peux recruter personne parce que t'as Harrison Barnes qui a une player option à 25 millions, il va probablement la prendre. T'as Tim Hardaway qui te coûte 20 millions l'année. Tu as Courtney Lee à 12 millions et t'as une player option pour Dwight Powell à 10 millions. C'est que des joueurs, Harrison Barnes, Dwight Powell, qui vont probablement prendre leur option. Ce qui fait que déjà t'es bloqué, sachant qu'en plus tu vas devoir re-signer Porzingis, ou de toute façon t'auras son cap-hold, t'es bloqué. Tu peux rien faire cette année. L'année d'après, l'été 2020, alors oui, t'auras toujours Doncic, très très probablement Porzingis, mais t'auras personne à côté. Et sachant que tes choix de draft, et j'y reviendrai parce que pour moi c'est un problème, tu les as soit filés à Atlanta, soit la plupart vont à New York ou à New York, pour les deux autres, et ben ta seule solution c'est d'aller chercher des compléments dans le 5 de départ à la free agency. C'est pour ça que il parie un petit peu sur la free agency aussi, Dallas. Là où c'est mon petit problème par rapport à ça, parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément sur ces dernières années une vraie équipe qui attire des free agents. Et je parle même pas des top free agents, je parle même du deuxième groupe de free agents chaque année. Ces gars-là ne viennent pas à Dallas. Je te rejoins un peu là-dessus, même si je me dis que en fait, pour eux, c'est plus facile en fait de récupérer la troisième pièce que de récupérer la pièce numéro 1 ou la pièce numéro 2, en fait, puisque tu pourras toujours surpayer un role player, un peu comme ils ont fait avec Wes Matthews par exemple, où c'est le type de joueur qui est sur le marché, qui est pas vraiment dans le premier tiers, mais qui se retrouve avec un beau contrat, puisque certaines équipes qui mettent de la valeur sur son skill set peuvent lui proposer plus d'argent que d'autres équipes en fait. Donc je pense que c'est plus de cette réaction qu'ils ont eue, c'est de se dire ok, on sait qu'on va pas forcément arriver à attirer le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui pourrait être potentiellement un candidat au titre via la free agency pour jouer avec Luka Doncic, qui peut-être pour eux est le numéro 1. Donc du coup, ils se sont dit, si on doit acquérir une pièce à la free agency, on a plus de chance si c'est une pièce qui est moins importante que si c'est le deuxième gars, quoi. Et même, tu vois, par exemple, tu as parlé de Hardaway, Courtney Lee. Moi, je vois pas forcément ces joueurs-là comme des assets négatifs. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent justement évoluer aux côtés de Luka Doncic et même de Kristaps Porzingis, notamment peut-être Hardaway qui certes un petit peu un pétard ambulant à New York, mais dans un rôle un peu comme il avait à Atlanta, un petit rôle de shooter exclusif de pétard, mais un peu avec un usage moins haut. Peut-être qu'il peut apporter plus qu'un joueur avec un encéphalogramme plat, par exemple. Alors où tu aurais plutôt Luka Doncic avec pas mal de responsabilités au playmaking, balle en main, avec Kristaps Porzingis aussi à l'intérieur, et plutôt Hardaway un peu dans un rôle à la JJ Redick par exemple. C'est un gars qui prend 43% de ses shoots
au-delà de la ligne à 3 points en carrière. Donc c'est quand même pas mal. Un gars comme Koutleli, sur les 4 dernières saisons, c'est un joueur qui a toujours été autour des 40% à 3 points, certes sur un faible volume. C'est un gars qui défend, qui est un bon vétéran. Tu vois, et s'ils arrivent à re-signer Barrea, alors certes, ils n'auront pas forcément tout de suite une équipe qui vise le titre, mais la conférence Ouest, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochaines années. Et je pense que le niveau d'exigence qu'il faudra pour être un prétendant au titre, une fois que le règne des Warriors sera terminé, sera beaucoup plus bas en fait. Donc c'est une équipe qui peut avoir sa chance avec ce duo-là. Donc, tu penses que avec le duo Doncic-Porzingis, si on se projette à moyen long terme, c'est pas fou de penser que tu as une chance au titre? Ben, il y a qui comme duo de cet âge-là, par exemple, sur les 3 années? Tu auras peut-être Murray Jokic à l'Ouest, Towns Wiggins. Puisque à l'Ouest, les projets sont vieillissants. Hein, tu vois, quand tu regardes des équipes qui sont hautes à l'Ouest, les projets sont plutôt vieillissants. Les Warriors, leurs projets, les joueurs vont arriver sur une deuxième partie de carrière. À Houston, tu as James Harden, mais tu as Chris Paul qui, lui, est déjà sur le déclin. Et c'est pas le même âge aussi. Tu as Denver qui est plus jeune. Tu as OKC qui est plus côté vieillissant du projet, puisque Russell Westbrook qui entame peut-être un possible déclin aujourd'hui. Si tu regardes les duos... il n'y a pas grand monde, hein. Je vois, ouais. Oui, ça se défend. Après, moi, j'avoue que j'ai du mal à me dire... J'ai peur qu'en fait, cette équipe-là, elle devienne un petit peu les Portland qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'avoir un très bon duo, ça peut t'amener très loin, mais ça peut aussi te mettre un plafond de verre où, en fait, même si... Plus tard, quand je ferai mon monologue sur pourquoi je suis pas fan du mouvement, d'un point de vue juste développement de ton jeune talent... Par exemple, ça peut t'amener très, très bien. Portland fait les playoffs depuis pas mal de temps, mais ils n'ont jamais réussi à passer ce cadre supérieur. Alors oui, peut-être que les Warriors, on sait que c'est une anomalie dans l'histoire et qu'en gros, on demande beaucoup trop pour battre les Warriors et qu'il faut construire des super équipes. C'est totalement inimaginable ce qu'il te faut pour les battre. Oui, mais on va pas non plus, avec la densité de stars dans cette ligue, on va pas non plus redescendre à un moment où tu peux regagner un titre avec certaines équipes qu'on a vues dans le passé. Le niveau est tel aujourd'hui que le titre se gagnera quand même avec une collection de talents assez folle. Et moi, je me demande si cette collection de talents, elle peut partir de Doncic-Porzingis. Je me demande vraiment. C'est très très tôt pour se poser cette question, je suis totalement d'accord. Mais quand tu fais ce genre de move, tu sous-entends un peu que tu t'y crois, toi, en tant que franchise. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est le pari qu'ils ont fait. Après, c'est une équipe qui a eu, enfin, on peut comparer. Enfin, Rick Carlisle a comparé un peu le duo Doncic-Porzingis à ce qu'il avait à l'époque avec Nash et Dirk, mais en plus grand et plus costaud, donc et plus mobile. Donc à voir. Enfin, je pense que je pense qu'il se passe aussi sur ce trade-là, c'est que peut-être que les Mavs on donne beaucoup plus de valeur peut-être à Porzingis que le font les Knicks sur le coup. Donc du coup, pour eux, ça vaut le coup de le tenter, quoi. Ils font abstraction de toutes les blessures. Mais ils le payent cher quand même, hein, Porzingis, au final. Ils le payent très cher. Alors oui, quand tu regardes les assets qu'ils dépensent et l'argent qu'ils acceptent d'absorber, ils le payent cher quand même, Porzingis. Hein. Enfin, mais ils payent cher le droit de pouvoir le payer. On va dire ça. Oui, et puis surtout avec les choix de draft lâchés, c'est le moment, je pense, parfait pour que je fasse mon petit coup de gueule sur ça, parce que je comprends pas cette idée en NBA. Et pour moi, il y a un point commun entre tout ça, je vais le dire, c'est que c'est souvent réalisé par des organisations qui sont pas forcément très inspirées. Quand tu as un joueur du talent de Doncic, et on a vu un cas, on en parlait en off, un cas précédent avec Anthony Davis, je comprends pas pourquoi des front office se pressent à tout de suite vouloir construire très 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 vite autour de ces gars-là. Parce que mon problème par rapport à ça, c'est que tu construis très très vite, ok, mais si jamais il y a certaines de tes tentatives qui ne payent pas, tu te retrouves avec les yeux pour pleurer après. Pourquoi ? Parce que tu balances beaucoup de choix de draft. Alors par exemple, prenons le cas de Dallas, là, le cas qui nous intéresse. Si on s'intéresse à Dallas, alors d'abord, logiquement, sachant que c'est dans le trade de Doncic, ils ont probablement pas leur choix de draft cette année. Il est protégé 1-5. Vu aussi tu Dallas, on peut penser qu'ils vont lâcher Atlanta dès cette année. Ils ont pas non plus leur choix 2021, qui se convertit 2 ans après celui d'Atlanta, sachant qu'il est très probable qu'il se convertisse cette année. Ça sera en 2021. Ça te fait déjà que dans ces 3 prochaines années, t'as un seul choix de draft en 2020. À cause de la Stepien Rule. Oui, voilà, exactement. Tu peux pas lâcher. Ouais, je vais l'expliquer après, mais vas-y.
Et le deuxième choix de draft qu'ils ont lâché pour New York, forcément, se déroulera aussi 2 ans après, se prendra forme 2 ans après ce premier choix lâché à New York. Et là, on se situe le plus tôt possible en 2023 et celui-là il est protégé top 10. Enfin, le fait est que au bout d'un moment, moi je me dis quand tu arrives à construire une équipe qui est crédible et qui s'installe, c'est aussi parce qu'au bout d'un moment tu arrives à faire des petites trouvailles à la draft, milieu de draft très parfois éloigné du top 5, là où tu vas chercher ta star, tu t'en fiches, tu l'as déjà. T'as déjà Luka Doncic, t'as déjà Anthony Davis. Je comprends pas pourquoi tu vas dilapider c'est ta richesse sur le futur en investissant direct. Parce que, alors Tom, on aura ce débat, mais comme tu me l'as dit en off, c'est vrai que maintenant t'as peut-être un petit peu moins de temps avec ces joueurs-là. Je le comprends, mais regardez, si une équipe comme les New Orleans Pelicans avaient gardé leur choix de draft plutôt que les envoyer pour des paris qui ont jamais payé, ils ont jamais peut-être eu une deuxième superstar. C'est clair. Mais ils auraient peut-être eu des titulaires intéressants à mettre à côté d'Anthony Davis. Parce que tu peux en trouver des titulaires entre 7 et 15. C'est possible à la draft. Là, non, ils ont plus personne, en fait. Ils ont Jrue Holiday, et comme on l'a dit la semaine dernière, on vous invite à aller l'écouter. Après, c'est très très faible. Donc moi, je comprends pas, en fait, parce que Dallas, maintenant, ils sont tributaires de la free agency pour créer quelque chose, pour avoir les compléments de leurs deux stars. Ou de faire des trades avec des joueurs qu'il faut. Ben là, ça sera plus compliqué. Après, c'est une franchise qui arrive à faire des petites trouvailles. Enfin, les Dorian Finney-Smith, comment il s'appelle, Maxi Kleber. Donc, enfin, ils arrivent à faire des petites trouvailles quand même. Mais là, c'est vrai qu'ils seront entièrement dépendants de leur département scouting. Donc, il faudra qu'ils fassent un gros boulot, notamment au second tour, pour pouvoir dénicher des prospects de valeur. Ou sinon, il faudra qu'ils essaient de trouver des joueurs qui sont peu valorisés, entre guillemets, par leur franchise pour les ajouter justement à leur duo aujourd'hui. Après, on sait que sportivement, même s'il y a pas mal de choses sur le hors-terrain de Dallas qui n'est pas très reluisant, mais on va pas s'attarder là-dessus. Mais hormis ça, on sait que dans l'organisation de Dallas, tu as pas mal de joueurs qui arrivent dans l'organisation, ils prennent des paris sur des gars qui sont à relancer, et tu as pas mal de joueurs qui verraient peut-être là l'opportunité de se relancer avec un coach qui fait probablement partie du gratin de la ligue depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc là, c'est vrai que ça leur enlève certaines possibilités, mais après, comme tu as dit, je sais pas si c'est vraiment aller trop vite, puisqu'en fait là ils ont de fait d'avoir un joueur qui est aussi fort sur un contrat rookie, ça te permet, sa valeur est tellement haute quand tu as une telle production terrain avec un tel rapport qualité-prix, la valeur est tellement haute que tu peux, je pense, facilement te laisser tenter par le fait de tenter des paris sur des joueurs qui fitteraient à peu près, mais que tu paieras peut-être plus cher. En fait, tu peux être un petit peu plus laxiste, entre guillemets, dans ta construction d'effectifs. Et le truc, c'est de se dire, c'est que, un peu comme ce qui s'est passé à New York avec Kristaps Porzingis, il y a eu pas mal de ressentis comme quoi, oui, au fur et à mesure, il n'y a pas eu d'amélioration, l'équipe était toujours mauvaise, et le fait de perdre, peut-être que ça aussi, ça impacte en fait le prospect, ça lui donne pas forcément envie de rester. Tu vois, un gars comme Towns, par exemple, c'est un gars qui pourra peut-être se poser la question, ou même Devin Booker. Peut-être que dans 2 ans, Devin Booker, si les Suns n'ont pas décollé, il dit, bon, ok, j'en ai marre. Ouais, mais tu vois, par exemple, si on prend dans le cas de ces gars-là, il y a jamais, et pour moi, c'est des mauvaises gestions de front office, on n'a jamais balancé l'avenir, en fait. C'est qu'à chaque fois, on n'a jamais, par exemple, balancé des choix de draft du côté des Suns. Ils l'ont fait pour Butler, par exemple. Oui, mais Butler, la vraie différence, c'est que Butler, on savait déjà, en fait. Parce que, regarde, là, ils ont échangé un choix 2021-2023. C'est peut-être pas ces dates-là, mais en gros, c'est l'idée. Ils ont aucune idée de la gueule, je vais parler trivialement, mais ils ont aucune idée de la gueule de leur effectif en 2021. Ils savent pas. Enfin, on sait pas. Personne ne sait à quoi ça va ressembler. Ils ne connaissent pas leurs besoins en 2021 et ils savent pas où en sera la ligue, les concurrents en 2021. Quand, par exemple, Minnesota échange pour Butler, ils échangent 2 semaines avant la draft, ils savent parfaitement qui ils vont avoir. En gros, ils savent les prospects qu'ils vont avoir. Là, tu balances. Pour moi, je comparais ça, je réfléchissais à ça pendant que je mangeais, très intéressant. Je vous amène dans ma vie. Pour moi, je compare ça un petit peu comme
comme si, en gros, Doncic, c'est une maison, c'est un appart à Paris, Doncic. C'est un petit peu comme Anthony Davis. C'est de la valeur, ça perd pas de valeur. C'est un truc sûr. Voilà, c'est sûr. C'est la bourse, la draft. Et en fait, ok, tu peux vendre tes actions plus tôt. Si ça te fait peur, ok, tu peux vendre tes actions. Mais là où se distinguent les plus malins, c'est qu'ils vont garder leurs actions et qu'ils vont réussir à les faire fructifier. Là où les équipes, et on a qu'à prendre les équipes qui dominent actuellement la NBA. Denver, ils ont réussi à construire sans avoir des choix dans le top 5, hein, parce qu'ils ont fait des bonnes pioches. Et moi, je trouve ça un peu dommage de s'enlever cette possibilité de faire des bonnes pioches dans la seconde partie de la draft, comme aussi a pu le faire Toronto, sous principe qu'il faut construire vite. Ça me dérange un petit peu, ça. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends totalement. J'ai pas grand chose à redire là-dessus. Non, j'ai pas grand chose à redire là-dessus, si ce n'est que, en fait, peut-être que Dallas a été, en fait, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que Luka Doncic soit aussi fort aussi vite. Et un peu comme je l'ai dit auparavant, quand un joueur aussi fort aussi vite et t'as des équipes qui tankent à côté, c'est dur en fait de continuer à, c'est dur de récupérer un autre talent en fait. Un autre talent un peu équivalent, parce que par exemple tu vois on peut prendre le contre-pied de ce qu'a fait Philadelphie. Certes, Joel Embiid et Ben Simmons font des saisons de mutants, mais si chacun ne sont pas blessés à leur tour lors de leur saison rookie, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à avoir les deux, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à avoir les deux plus Fultz, tu vois. Ouais, totalement. Ouais, mais par rapport à, on est très critique, et je suis très critique depuis le début, mais c'est évident que c'est un coup, c'est vraiment un pari, on viendra du côté des Knicks après, c'est un pari côté Dallas qui se tente. Je dis juste, philosophiquement, c'est un grand mot, hein, mais je trouve ça dommage de rusher en fait. J'avais utilisé le même mot il y a 2 semaines quand on parlait de Dennis Smith, je comprends pas cette idée, dès l'année rookie du gars, t'as l'impression qu'il faut être compétitif année 2. Alors, je dis pas d'attendre 5 ans et de voir le mec se plaindre comme tu l'as dit, hein, parce que tu n'as pas de résultat, faut pas faire ça non plus. Mais, je sais pas, coller, et 1 choix de draft, 2 choix de draft loterie, pas forcément haut, mais entre 7 et 14, tu peux trouver des lieutenants, et ensuite, ok, tu vas chercher la pièce numéro 2 ou 3 à la free agency, et là, t'es compétitif. Là, maintenant, le reste de leur 5 de départ, pour l'avenir, ils vont devoir le trouver à la free agency ou faire des coups totalement magistraux à la draft. C'est beaucoup demandé, je trouve. Surtout que, on va être honnête, la draft des Dallas depuis 7-8 ans, elle est pas non plus fantastique. Si on enlève Doncic, c'est plus les trouvailles en fait qu'ils font. Ils arrivent à aller dénicher des joueurs qui étaient un petit peu, qui ont été lâchés par d'autres franchises et en faire de bons remplaçants. Ça, ils savent faire. Mais c'est la vitesse supérieure qu'il faudra. Il te faudra des mecs que tu arrives à façonner pour être des titulaires et qui accompagnent ton duo de superstars. Ça, je suis un petit peu plus... Après, l'autre idée, c'est que, en fait, si ça marche, si le duo Doncic-Porzingis, ça marche, que les autres agents libres se disent, bon, on va dans le Texas, les taxes, ça va. Enfin, au niveau du Texas, c'est des taxes, ça va. On va jouer avec sous l'égide de Rick Carlisle, avec 2 joueurs qui sont assez excitants à avoir joué. Donc, peut-être que ça peut, tu vois, ça peut gêner, ça peut créer un engouement, un peu comme les jeunes Warriors, tu vois, ça peut créer un engouement. Totalement, ça peut se comprendre ça. Moi, j'avoue que en y repensant, j'ai limite plus de peur pour l'à côté que vraiment le duo. Alors, Doncic, je me fais pas trop de soucis. Porzingis, à voir comment il va revenir, mais c'est plus à côté. Parce que construire une équipe qui vise un titre ou un contender sérieux, faut avoir quand même du bagage en dehors de ces stars. Hein. Et j'ai un peu peur qu'ils n'arrivent pas à le construire, ça. Après, sinon, dernier point là-dessus, après, il faudra qu'on parle des Knicks, je pense, mais dernier point là-dessus, peut-être qu'en fait, c'est une équipe qui sera très agressive l'an prochain avec les contrats expirants peut-être de Courtney et de Barnes en fait, pour essayer d'acquérir un joueur ou plusieurs role-players qui fit, mais qui sont sur des contrats plus longs en fait, puisque peut-être que Dallas valorisera un peu moins son cap space, comme là ils l'ont fait cette saison, quoi. Totalement. Ça, c'est le gros avantage de construire autour de Doncic-Porzingis, c'est que t'as pas des types de joueurs que tu recherches, quoi. Tu t'es vraiment libre. Tu peux un peu tout faire à côté des deux là, et c'est génial. Même si on sait que Porzingis, il veut jouer ailier fort, il a déjà dit. C'est un petit peu des caprices, mais tu peux faire plein de choses à côté de ces deux-là. Et c'est une force pas possible. Alors attention, je sais là, je me prépare à lire sur Twitter que j'ai été peut-être dur. Non, c'est juste que
quand tu lis à droite à gauche des articles, etc., c'est pas non plus tout rose en mode les Knicks sont totalement stupides, les Mavs sont des génies. Alors, ils ont fait un pari qui pourrait s'avérer très intéressant et vraiment super intelligent dans l'avenir, mais faut pas oublier qu'il y a un scénario dans lequel ça ne paye pas. Si Porzingis ne revient pas, de 1, tu t'es flingué beaucoup de richesses à la draft pour la suite, et de 2, qu'est-ce que tu fais avec Porzingis si tu l'as re-signé? Tu vois, ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être très dur, ouais. On va peut-être enchaîner sur les Knicks du coup, si t'as rien d'autre à dire sur les Mavs. Ouais, sur les Mavs, deux petites choses. Je pense que c'est une équipe qui, notamment par exemple l'an prochain, je pense que c'est une équipe qui va s'intéresser à des joueurs peut-être un peu comme Garrett Temple, un peu comme le l'ailier fort d'Indiana, Thad Young. Par exemple, c'est une équipe qui pourrait s'intéresser à ce type de joueurs-là, et peut-être aussi Brook Lopez, je pense. Ok, ouais, ça pourrait fitter. Ça serait plutôt intéressant, et c'est clair qu'ils vont déjà, je pense, cette année-là, 2019, ils peuvent rien faire, mais déjà 2020, ils auront beaucoup de place, ils pourront déjà agir, et ils auront eu 1 an de Porzingis aussi. S'il ne se blesse pas. S'il ne se blesse pas, ouais. Ça, ce qui est 61%, c'est vrai que c'est ça, 61%. 62%. Il a joué 185 matchs sur 198 possibles aujourd'hui. Ouais, ça, sur 298, pardon. Surtout que c'est un big man, c'est pas super, c'est pas la stat la plus rassurante, dira-t-on. Enchaînons par les Knicks. Donc les Knicks, eux, qui voient arriver Wesley Matthews, Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan et ces 2 choix de draft dont on a parlé. Tom, t'as parlé de all-in du côté des Mavs. Alors là, il faut inventer un nouveau mot. On parle de quoi côté Knicks? Bah, c'est un all-in aussi, écoute, hein. C'est juste qu'ils prennent plus de risques. Ouais. C'est aussi un all-in, hein. C'est les deux, c'est du gros all-in, puisqu'il n'y a aucune certitude dans... En gros, si je devais faire une comparaison entre les deux, si le meilleur scénario pour New York se manifeste et le meilleur scénario pour Dallas se manifeste, je pense que les Knicks auront une meilleure équipe. Par contre, il y a beaucoup moins de chances que le meilleur scénario arrive pour les Knicks que pour Dallas. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Je vois parfaitement. Ouais. Question, c'est quoi le meilleur scénario pour les Knicks? Le meilleur scénario pour les Knicks, c'est du coup de récupérer les droits de Zion Williamson et de signer KD et deux des gars qui sont dans le top 5 des agents libres cet été, quoi. Ce serait idéalement KD qui serait sur un max avec plus de 10 ans d'expérience, donc à 35% du max, à 35% de salary cap, et du coup Kyrie Irving à 30%. Parce que moi je me demande si jamais, et c'est un peu le scénario dont rêvent les fans des Knicks à l'heure actuelle, si jamais ça arrive, est-ce qu'ils gardent vraiment les droits du choix de draft? Est-ce que vraiment, comme appui, si c'est Zion, il le garde, il n'y a pas la tentation, on va aller, on fait exploser la banque, on va chercher Anthony Davis? Non, je pense pas, puisque quand t'as 2 joueurs au max, il te faut des gars sous contrat rookie pour avoir un peu de coût contrôlé, tu vois, des gars qui surperforment la valeur, ce qui coûte en argent. Donc je pense que tu le gardes, limite, tu vas plus peut-être mettre des gars comme Dennis Smith, Frank Ntilikina, ou même peut-être Kevin Knox dans des échanges pour récupérer des role players, par exemple. Ouais, je vois. Ce qui m'a fait assez rigoler en écoutant les émissions à droite à gauche concernant ce trade du point de vue des Knicks, c'est que beaucoup, je pense notamment dans Open Floor, ce podcast Sports Illustrated qu'on cite souvent, il y a Andrew Sharp qui disait « Non mais c'est pas possible, les Knicks, ils savent quelque chose. Ils peuvent pas faire ça sans savoir quelque chose. » Et moi je me dis, est-ce qu'ils savent vraiment quelque chose en fait? Ou est-ce que c'est vraiment ce que font les Knicks depuis 15 ans, c'est-à-dire un pari total et totalement fou sur uniquement la free agency? Parce que à l'heure actuelle, on est quand même face à une équipe qui, si jamais elle n'obtient aucun joueur qu'elle vise à la free agency, se retrouve avec le pire effectif de la NBA l'année prochaine. Ou pas loin. Après, moi, je pense que c'est plus que ça, en fait. Je pense que la manœuvre pour créer le cap space, c'était plus une manœuvre secondaire. Je pense que c'est une équipe qui avait pas envie de garder Porzingis. Ils avaient pas envie de garder Porzingis, et qui se sont dit, on va vendre haut, en fait. On va sell high, puisque ça a fuité tout de suite que voilà, lui il voulait partir.
Et puis, enfin, si disons que voilà, Porzingis c'était la star de l'équipe, mais le gars ne veut plus être là. Tu le gardes, tu le payes. Ça, tout de suite, ça pourrit un peu, je dirais pas l'ambiance, mais notamment le développement que tu vas avoir avec les jeunes. Ça peut pourrir un peu tout ça. Je pense que. Et ton image aussi, par rapport au free agent. Si le mec qui est censé être le meilleur joueur actuellement n'a pas envie d'être là, c'est pas génial, quoi. Donc du coup, je pense que le cap space c'était important, mais je pense que récupérer de la valeur et du coup dump les gros contrats entre guillemets de Tim Hardaway et de Contenelli, c'était aussi quelque chose. Donc moi je me dis plus que en fait les Knicks ils ont plus valorisé le fait de pouvoir entre guillemets avoir la possibilité de réaliser le home run, le truc totalement hypothétique, que de se bloquer entre guillemets avec un joueur qui ne voulait pas être là et des contrats pourris où il serait bloqué quoi et hors du marché. Ça peut se comprendre parce que ils ont quand même viré plus de 30 entre guillemets, ils se sont délestés de plus de 30 millions avec Courtney et Tim Hardaway, ce qui est assez énorme. Sur cette saison, mais après quand tu regardes sur le long terme, c'est limite un petit peu plus que ça quoi. Ouais, avec les options pour Tim Hardaway Jr. plus tard. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut se comprendre. Après, c'est vrai que la première réaction pour le trade, parce que nous, notre avantage, j'ai envie de dire, et c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être un peu plus critique, c'est que par rapport à d'autres qui ont fait leur émission dans la foulée, on a eu 4 jours pour y réfléchir, 3-4 jours. Mais c'est vrai que dans la foulée, tu te dis, mais qu'est-ce que font les Knicks à échanger Porzingis, qui est leur meilleur choix de draft depuis des années? Qu'est-ce qu'ils font? Pour du cap space. Pour du cap space en fait, et Dennis Smith, sauf qu'à l'heure actuelle la valeur de Dennis Smith, même s'il y a encore quelques irréductibles qui espèrent que Dennis Smith puisse se développer en un très bon meneur de jeu, il a moins de fans qu'à l'heure de sa draft. C'est vrai que la première action tu peux être un peu dubitatif, mais ça a un peu de sens. Après, j'avoue que moi j'ai un peu de mal, et on en parlait encore en off, les Knicks c'est quand même un petit peu la franchise, tu l'as dit, poisson rouge. C'est-à-dire qu'ils vont encore une fois, une année supplémentaire, ils vont tout parier sur un été et 4 noms. C'est quand même, tu te demandes quand est-ce qu'ils vont retenir les leçons de leurs 15 années d'histoire. Chaque année, ils te font le coup. Et je disais ça un peu ironiquement, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que chaque année, au mois d'octobre, les fans des Knicks, sur Twitter, ils nous dressent leurs 5 pour l'année d'après. En fait, ils font ça à tous les mois d'octobre. Parce qu'à chaque fois, ils ont jamais les joueurs qui nous annoncent. Enfin, ils les ont jamais. Je veux dire, moi, je me rappelle avoir écrit un article sur ça il y a quelques années. Être fan des Knicks, c'est vivre dans le futur. C'est juste qu'en fait, le futur si vous avez déjà vu Retour vers le futur, c'est le futur hypothétique qui n'arrivera pas, en fait. Enfin, voilà, c'est ça. Ils sont dans ça, les fans des Knicks. C'est un peu triste. Là, c'est peut-être une défaut, ça semble le plus probable, mais c'est quand même ultra risqué, quoi. C'est ultra risqué et c'est quelque chose qui peut affecter la ligue entre guillemets et ce qui se passe autour de la ligue. Bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui peut avoir de grosses répercussions autour quoi. Et puis après en termes d'organisation, on avait un peu, on entendait ça un peu au début de saison, même l'année dernière, où même, Scott Perry, les mecs annonçaient que en gros qu'ils allaient pas que leur but c'était pas de signer des mecs comme ça qui vont pas faire de gros trucs, ils vont laisser grandir l'équipe de façon organique et ensuite se constituer leur petit pool de talents. Après peut-être que eux ils sont déçus en fait de ça. Peut-être qu'ils sont déçus du pool de talents qu'ils ont réussi à assembler et du coup ils se disent que écoutez si on attend sur ces gars-là, on va pas forcément avoir on n'aura pas, voilà, ils vont se retrouver un peu comme Washington entre guillemets, c'est-à-dire que Washington ils ont reconstruit par la draft, ils ont signé sur de gros contrats leur premier choix de draft qu'ils ont récupéré, et les 2 troisièmes choix de draft qu'ils ont récupéré dans des années consécutives, et finalement on se rend compte que 7 ans après que c'est pas suffisant et qu'ils doivent encore, on leur demande encore de reconstruire. Donc peut-être que les Knicks se sont dit les mecs qu'on a pris c'est plus des gars de complément et qu'il nous faut des stars par un autre moyen. Et là, ils se sont dit, on est New York. Certes, le dernier gars qu'on a ramené, c'était Amar'e Stoudemire. Et c'est parce que les Suns ne voulaient pas le payer à cause de ses problèmes au genou. Mais, tu vois, peut-être qu'il y a de ça. Enfin, ils y croient. C'est ça, ils arrêtent jamais d'y croire, en fait. Ils peuvent y croire parce que moi, je maintiens que les bruits qu'on entend autour de Kevin Durant depuis des mois, il n'y a pas de fumée sans feu.
C'est comme LeBron, c'est un peu comme LeBron à Ouais, LeBron D'ailleurs, Los Angeles. Est-ce que c'est pas un peu un parallèle? C'est-à-dire que l'an dernier, ils étaient un peu dans le même cas, les Lakers. C'est-à-dire qu'ils avaient une équipe jeune, pas mal de cap space pour signer 2 gars, avec plein de contrats finissants. Ouais, tu peux faire un parallèle. Surtout que, on l'a dit, c'est pas la franchise la mieux gérée, les Knicks. Quand on voit un peu le caractère un petit peu changeant de Kevin Durant et parfois imprévisible, s'il y a bien un joueur qui peut aller à New York, aux Knicks, je suis en train de me dire je suis en train de me persuader moi-même de semaine en semaine que ça pourrait être Kevin Durant. Et qui pourrait l'accompagner mieux que le philosophe Kyrie Irving? Je sais pas qui. Enfin, franchement, les deux, je suis en train de me dire que c'est pas complètement fou. C'est une des premières fois où en fait le projet des Knicks est pas complètement fou. Après, encore une fois, tu l'as dit, peut-être qu'ils voient leur choix de draft, leur dernier choix de draft comme des joueurs de complément. Mais est-ce qu'on pense vraiment, parce que quand tu attires, partons du principe qu'ils y arrivent. Ils arrivent à attirer Kyrie Irving, ils arrivent à attirer Kevin Durant. Est-ce que les jeunes joueurs qu'on a actuellement côté Knicks, les Frank Ntilikina, les Dennis Smith, les Kevin Knox, les Alonzo Trier, les Mitchell Robinson, est-ce que ces joueurs-là, c'est vraiment des joueurs qui, dès l'année prochaine, parce que si tu attires ces joueurs-là dès l'année prochaine, tu dois être compétitif, est-ce que c'est vraiment des joueurs de complément sur du très court terme? Ben, tu es à l'Est. Si t'as Kyrie Irving et Kevin Durant à l'Est. Donc tu penses que ces Knicks-là, avec KD et Kyrie Irving, aller en finale NBA, ça serait suffisant pour eux? Non, je dis pas aller en finale NBA avec ces gars-là. Mais tu es un contender puisque tu peux te présenter chaque soir avec 2 des peut-être 5 meilleurs joueurs de la conférence. Je suis d'accord avec toi, mais je me méfierais du on est à l'Est parce que comme tu l'as dit, les projets sont vieillissants et que dans 2-3 ans, je suis pas sûr que c'est déjà si par exemple t'as Kyrie qui arrive, ça veut dire que Kyrie il est plus à Boston. T'as potentiellement Kawhi qui peut partir. Oladipo est blessé, on sait pas comment il peut revenir. Jimmy Butler, on sait pas s'il va re-signer à Philadelphie. Au final, tu sais pas, à l'Est, ça peut se dégager très vite en été. Je vois oui, ça peut se défendre. Mais moi, j'avoue que c'est juste, encore une fois, c'est les joueurs de complément. Ouais. Je trouve que dans les deux cas, c'est complètement, dans la discussion, c'est complètement écarté de la discussion. Tu gagnes pas une finale NBA à 3. Hein. Non. Je veux dire, et surtout une campagne, sauf si t'es LeBron. Ouais, voilà, tout seul, mais, enfin, tu fais pas une campagne de playoff, tu fais pas 4 séries de playoff avec 2 gars. Je veux dire, ça passe pas comme ça au bout d'un moment, même sur des courtes périodes, il va falloir que d'autres joueurs, explosent et j'ai peur que côté Knicks, ça soit un peu compliqué. Après, ce qui est peut-être rassurant, c'est que toujours dans cette même émission, Andrew Sharp, il expliquait que d'après les bruits qu'il entend, ce qu'il peut voir de ses sources, hein, c'est un grand mot, côté Knicks, si jamais on se rate sur ces Kevin Durant, Kyrie Irving, on ne veut pas tomber et faire l'erreur de donner énormément d'argent à des Kemba Walker, des Tobias Harris, le deuxième panier, quoi. Ouais. C'est une belle promesse, mais est-ce que les Knicks vont réussir à... qui est totalement compréhensible. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette promesse? Je ne sais pas. Le truc avec les Knicks, c'est que tu vois, avant de faire ce trade-là, avant de faire ce transfert-là, en gros, ils avaient même pas assez d'espace pour signer un max seul. Disons là, ils ont débloqué le max, disons pour par exemple Kevin Durant. Enfin, s'ils veulent aller chercher Kevin Durant, c'est plus facile de dire bon KD, ok, si tu viens, regarde. On peut offrir plus de 30 millions gars. On prend le gars que tu veux. Si tu viens, on t'écoute. Un peu comme ce qui s'est passé avec... je sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec les Lakers, mais genre, LeBron, tu viens, on a du cap space, on signe les gars que tu veux, machin, et voilà, on avance. Plutôt que là, te dire, bon, écoute, on te signe toi, et puis après, on verra ce qu'on fait. Là, tu peux dire aux gars, ok, on te signe toi, et on a encore une enveloppe pour ramener des gars avec qui tu veux jouer. Tu veux qui? Ouais, c'est convaincant. À savoir qui... Tu penses que la réponse, ça serait Kyrie Irving? Vaut mieux que ce soit Kyrie Irving, parce qu'il peut pas demander des joueurs qui sont pas libres, mais ça peut se comprendre. Il respecte généralement, Kevin Durant, quand tu l'entends parler, notamment dans les interviews, ou les fois où il était notamment passé dans le podcast de Ben Simmons, il respecte énormément le jeu de Kyrie Irving, puisque moi, en gros, j'ai l'impression que KD, il voit, en fait, en Kyrie Irving, le même joueur que lui, en plus petit. Ah, tu penses ça? Moi, je me dis surtout, et ça a déjà été pointé du doigt, on dit souvent que Kevin Durant chasse un peu le fantôme de LeBron James, s'allier avec Kyrie Irving, ça serait quand même l'exemple le plus éclatant de ça.
du fait qu'il chasse un peu son fantôme. Mais oui, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il s'offre vraiment cette possibilité-là au niveau de la free agency. Le truc qui me fait vraiment peur, je me répète, et là ça se voit que j'ai pas mes notes comme d'habitude, mais j'ai vraiment peur que le coup de bambou que cette franchise peut se prendre si elle se rate encore une fois. Alors pour une fois, elle aura peut-être le prix de consolation qui peut être un haut choix de draft. Mais imaginons que ce choix de draft c'est pas Zion Williamson et c'est numéro 4-5. Ouais. C'est une possibilité. C'est quand même probable, ça. Écoute. C'est très probable avec les nouveaux pourcentages de la loterie. C'est une possibilité. Et ben là, tu te retrouves à ce moment-là où tu as ce choix de draft là, ce qui veut dire que même si on en a parlé, c'était pas vraiment probable. Tu as plus cette possibilité de dire potentiellement à un Kevin Durant ou à Kyrie Irving, on va trader ce joueur-là, on va trader ce choix de draft-là, ce prospect, on va l'envoyer à New Orleans, on peut ramener Anthony Davis, c'est mort. Si c'est pas Zion le joueur que tu récupères, New Orleans, ils vont rigoler. Et ensuite, tu fais quoi si jamais t'attires personne? Là, c'est là où t'as ce scénario un peu catastrophe, qu'il faut pas non plus oublier. C'est vraiment les Knicks peuvent vraiment passer dans 6 mois là pour des génies ou pour encore une fois les dindons de la farce. Mais j'ai l'impression que t'es plutôt optimiste sur le cas. Pas du tout. Pas du tout. Ah, alors tu es un très bon acteur, Tom. Non, pas du tout. En fait, c'est que, j'essaie de comprendre en fait pourquoi ils ont fait ça. En fait, surtout que, ce que j'ai entendu notamment dans les podcasts que j'ai pu écouter, c'est que la narrative est vraiment autour de les Knicks. Encore une fois, ils font de la merde. Encore une fois, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont aucune continuité. Ils ont pas signé un joueur sur un deuxième contrat. Ils ont pas signé d'extension rookie sur plusieurs années. Un gars depuis 1994 et Charlie Ward où t'étais même pas né. Tu vois, c'est des trucs comme ça que c'est des trucs comme ça en fait que j'entends le plus souvent. Et puis moi, j'essaie de m'intéresser vraiment à si j'étais Scott Perry et si j'étais Perry, pourquoi je ferais ce deal là en fait. Ouais, et je me rends compte qu'il y a quand même un peu de sens, même si c'est hyper risqué en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tellement valorisé le cap space. C'est-à-dire que le crédit du cap space, c'était la chose la plus importante pour eux. Ils ont bien exécuté la manœuvre. Le truc, c'est est-ce que c'était la bonne chose à faire ? C'est ça, parce que on n'a pas parlé j'ai parlé beaucoup de tout le scénario si jamais ils viennent pas, etc. Il y a quand même de base, faut se dire qu'ils avaient Porzingis. Alors, vu ce qui en ressort, apparemment, ils allaient pas le garder très longtemps parce qu'il avait l'air vraiment pas heureux d'être là. Donc, si jamais le mec ne veut plus rester, tente ta chance. Mais c'est vraiment risqué. Après, j'ai parlé de ce scénario où ils ont personne. L'avantage, c'est qu'ils peuvent se dire, mais ils le feront pas, on les connaissait les Knicks. Là, quand même, t'as quand même la possibilité de faire une vraie reconstruction avec en plus les choix supplémentaires que tu auras grâce à Dallas. Si les Knicks, ils voyaient un projet sur 4-5 ans, ils pourraient être blindés de choix de draft de très haut niveau. Juste que la franchise, clairement, elle part pas sur ça. Mais en même temps, quand tu regardes la situation des Knicks actuellement, ils ont plein d'assets. Ils ont 5 joueurs on va dire, 4 joueurs plus le pick qui va peut-être arriver sous des contrats rookies. Ils ont ensuite des bonnes pioches qu'ils ont réussi à faire soit au second tour, soit des undrafted. Notamment, t'as Damien Dotson qui est assez intéressant. T'as Noah Vonleh qui est assez intéressant cette saison. T'as Mitchell Robinson qui est sous un contrat un peu comme Jokic l'était à Denver. Et t'as aussi Alonzo Trier. Donc, ils ont un petit pool de jeunes. Ils ont des draft picks, des gars qui ont été au drafté avec un certain pedigree dans la ligue. Ils sont dans un gros marché et ils ont aussi un maximum de cap space pour attirer des agents libres. Donc au final, leur situation, si tu occultes le fait qu'ils ont échangé Porzingis, qui est probablement le meilleur joueur qu'ils ont drafté depuis peut-être Patrick Ewing, si tu occultes tout ça, en fait, tu te rends compte que leur situation, elle est ultra propre en fait pour aller de l'avant. Elle est propre, mais ce sont les Knicks. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Le petit moment de suspense. C'est-à-dire que je sais plus, j'ai entendu ça où l'autre fois, mais c'est quand même une équipe où je crois que non, ça peut pas être Open Floor où j'ai entendu. Enfin, je sais plus, j'ai entendu ça où ils expliquaient en gros, faut quand même se rappeler qu'on est dans une franchise où LeBron et Chris Bosh ils sont allés en 2010.
Et ils ont juste fait un rendez-vous et les mecs se sont dit non mais c'est pas possible, on va jamais aller là. Alors, ça fait 9 ans, est-ce que ça a vraiment évolué? À voir. C'est pour ça que pour moi le seul mec que je peux me dire il est assez, c'est pas fou le mot, il me faudra un autre mot, mais le seul joueur que je peux imaginer aller dans cette équipe-là de son plein gré, c'est Kevin Durant. Et le seul que je peux imaginer l'accompagner dans ça, c'est Kyrie Irving. Parce que les deux dans leur type, ils sont géniaux, les deux. Mais vraiment, à voir. Puisqu'après, en termes de narrative, si ces gars-là arrivent à faire gagner New York, qui dit, je pense surtout Kevin Durant. Kevin Durant, pour moi, New York, j'y crois vraiment. Si on me demandait à cet instant de parier sur où serait Kevin Durant l'année prochaine, je mets mon argent sur New York. Mais, je sais pas. Parce qu'il faut pas oublier que Kevin Durant, on en avait aussi parlé de ça, et je sais, j'ai vraiment une mémoire affreuse aujourd'hui. Faut pas oublier, je crois que c'était dans l'Open Floor, je sais plus, Kevin Durant, la façon dont il part d'OKC 3 semaines avant, je veux dire, quelqu'un comme LeBron, quand LeBron part de Cleveland, là, en gros, on sait 1 mois avant qu'il est parti. Kevin Durant, 3 semaines avant, on sait pas qu'il est parti. Je veux dire, c'est tout sauf évident. Donc, peut-être qu'il va changer d'avis, on ne sait pas. Quelque chose à rajouter, Tom, sur ce trade qui nous a fait parler pratiquement plus de 50 minutes, hein. On n'a même pas parlé des joueurs, du coup, toi tu penses quoi en fait du fait que Dennis Smith arrive à New York aux côtés de son père spirituel Emmanuel Mudiay? C'est méchant pour Dennis Smith, et pourtant que je suis loin d'être un fan. Ça peut enfin leur faire un joueur, un meneur. Alors moi, ce que j'annonce, c'est que Dennis Smith, dans cette situation-là, à New York, les fans de New York vont l'adorer. Ouais, il va stater parce que sale. C'est typiquement le meneur scoreur à New York, là où maintenant il n'y a plus personne. Ça va être mais vraiment des stats à gogo, et je pense que limite, alors ils vont pas le retrader parce que ça serait un peu fou, quoique c'est peut-être une partie du calcul dont on n'a pas parlé, se dire côté Knicks, ok, il va se montrer sous son meilleur jour pendant 5 mois, peut-être que sa valeur, il va reprendre de la valeur, et on se donne une possibilité de l'échanger dans quelques mois. Ça peut se calculer comme ça aussi. Non mais Dennis Smith, et là il va tourner à 20 pions, il va faire des dunks, le Madison Square Garden. Il va faire du 25-5. Ouais, et le Madison Square Garden va adorer. Après, à voir où ça sera, parce que encore une fois, c'est un joueur que j'imagine difficilement cohabiter avec des superstars si jamais elles arrivent. Ouais. Après, il peut devenir 6e homme, ou ils peuvent toujours l'échanger, écoute, hein. Ouais, mais... Ils peuvent toujours essayer de l'échanger, hein. Puisque, par exemple, tu vois, les Knicks, disons, tu arrives à récupérer qu'un seul gars, par exemple. Tu arrives à récupérer que, je sais pas moi, tu arrives à récupérer que Kevin Durant, comme tu en as parlé, même si c'est pas fait. Est-ce que tu peux proposer les choix de Dallas plus Dennis Smith et, je sais pas moi, un vieux contrat pour Bradley Beal? Je pense. Moi, j'ai du mal à imaginer un cas de figure où disons que tu ramènes seulement Kevin Durant et que tu restes avec l'effectif comme il est, plus le choix de draft. Je vois pas ce cas-là. Pour moi, si tu ramènes Kevin Durant, il faut un deuxième All-Star à côté de lui. C'est automatique. C'est pour ça que soit tu vas l'avoir à la free agency, soit tu vas être obligé de dilapider un petit peu de tes richesses et l'envoyer et aller chercher un trade. Mais tu peux pas juste dire à Kevin Durant, et c'est un peu pour moi la faiblesse du pitch des Knicks quand ils vont devoir faire un pitch à Kevin Durant, c'est que ils vont devoir attendre. En fait, en gros, Kevin Durant, il aura pas de lieutenant, ou alors leur technique, ça va être d'attirer le lieutenant avant Kevin Durant. Et selon toi, à quel point le fait d'avoir Fizdale en recruteur, je parle pas en coach, hein, mais vraiment en recruteur, ça peut jouer? Ça peut juste contrebalancer l'inaptitude du front office et de James Dolan, mais je pense pas que ça va payer tant que ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une période où c'est vraiment avec qui tu es sur le terrain qui compte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, puisque même Daryl Morey, il avait expliqué l'an dernier, il était passé dans le podcast de Hoop Collective c'est un podcast d'ESPN avec pas mal d'insiders, notamment Brian Windorf. Donc à l'époque, il avait fait un dîner avec Thomas Bristow, qui est aujourd'hui à NBC Sports, et en fait, il expliquait que quand il allait pitcher un agent libre, la première chose qui revenait sur le devant de la scène, c'est avec qui il va jouer, c'est qui le coach, et ensuite l'argent, les taxes. Ouais. Sachant que les top gars, ils savent déjà que l'argent, ils l'auront peu importe l'endroit, quoi. Ouais, exactement. Kevin Durant, Kyrie Irving, ils savent qu'ils auront un max.
Voilà, ils le savent, donc maintenant il faut leur vendre un projet, à voir. Mais je sais pas, j'avoue que les Knicks c'est fascinant. Ce qui est peut-être dans ce trade, ce qu'on n'a pas dit, c'est que je pense qu'on sera fixé sur les Knicks beaucoup plus rapidement que sur Dallas. Dallas, on va être fixé sur les résultats du trade au plus tôt dans 2 ans. Les Knicks, dans 6 mois, on sait déjà en gros si ça s'est bien passé ou pas. On sait si ils sont dirigeants de l'année ou si tout le monde est viré. Si tout le monde est viré avant la free agency, après la free agency. Ouais. Et le truc avec les Knicks, c'est que je n'arrive pas à m'imaginer un cas de figure où c'est pas un extrême ou l'autre. Soit c'est une catastrophe, soit ils réussissent le grand chelem. Je les vois pas réussir à un petit peu, genre en attirer qu'un gros free agent et tout. J'ai l'impression que c'est soit le bouquet garni, soit rien du tout. Mais après, le truc, c'est que ça crée aussi des dommages collatéraux, un peu comme on l'a annoncé en début d'émission. Ça crée des dommages collatéraux, notamment à Boston, puisque là, ça rajoute un peu d'incertitude au côté de Kyrie Irving, puisque comme tu l'as dit, si les Knicks font ça, c'est qu'ils ont peut-être quelque chose en tête, et comme tu dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que, il y a du tampering, entre guillemets, en dessous, et qu'ils sont plus au courant de certaines choses que nous. Donc du coup, si Kyrie Irving il peut potentiellement les rejoindre, ça met un petit peu plus de pression, notamment sur Boston, non seulement parce qu'ils peuvent perdre Kyrie, mais si jamais t'as pas Kyrie, si jamais tu as l'éventualité de perdre Kyrie Irving, qu'est-ce qui se passe par rapport à Anthony Davis? Est-ce que tu mets toujours la maison sur lui? Totalement. Mais c'est vrai que on est tellement dans un pari extrême que moi aussi j'ai eu ce réflexe à un moment-là de me dire comme beaucoup, les Knicks, ils savent quelque chose. Les Knicks, ils ont une info que l'on n'a pas. Mais ils bluffent. Ces mecs bluffent. Ça se trouve, ils bluffent tout simplement. En tradant pour Porzingis. Après, je crois que je l'ai dit à Alan, ça, quand on discutait. Kyrie Irving, et je l'avais dit dans l'émission, au moment où il a annoncé « Je reste à Boston si on veut de moi », je vous ai annoncé, il préparait déjà un possible revirement à l'époque là. Je l'avais annoncé dans l'émission. Quand tu annonces que tu restes quelque part, et que tu ajoutes un truc après, c'est que tu te prépares une porte de sortie. Attention, Kyrie Irving est très 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 malin avec les médias. Il est très 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 intelligent. Il faut pas, alors oui, terre plate, etc. C'est un comique, voilà. Mais il est très 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 malin dans sa communication. Donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il peut très bien se moquer de nous depuis 5 mois et qu'il sait parfaitement qu'il va au Knicks depuis 5 mois. Tu vois, c'est pas totalement inenvisageable, ça. Donc, je sais pas. C'est dingue. Le truc, c'est que là, on a parlé depuis 1 heure, on parle pratiquement pas de terrain. Cette ligue, elle est tellement géniale que tu peux faire 1 heure sans parler de terrain. Et, encore une chose, malheureusement, hors terrain, puisque de toute façon, le deal pour les Knicks, il a aucun aspect terrain, je pense. C'est uniquement du hors terrain, le deal pour les Knicks. Je sais pas si tu vois, eux, c'est plus on transfère Porzingis pour récupérer le cap space qu'on transfère Porzingis pour récupérer Dennis Smith Jr. et les contrats expirants de Matthews et d'Andre Jordan. Tu vois, je pense pas que c'est ça. Et les tours de draft. Après, autre chose hors terrain, moi j'ai l'impression que ça peut aussi avoir un effet sur les petits marchés, entre guillemets, qui ont aussi du cap space. Une équipe comme Utah, une équipe comme Indiana dont on va parler tout à l'heure, sont des équipes qui ont du cap space pour 2019. Mais si toi, tu dois pitcher un agent libre et tu dois passer après les Nets, les Knicks, les Clippers et les Lakers, comment tu organises ta free agency? Est-ce que finalement tu n'es pas contraint de juste re-signer tes gars, ou est-ce que tu tentes pas un move quitte à perdre un peu de cap space? Il y a des news qui sont sorties notamment pour Utah qui serait peut-être intéressé par un gars comme Mike Conley. Est-ce qu'en fait le fait d'utiliser ton cap space pour récupérer un gars qui est déjà sur contrat et d'un bon niveau n'est pas plus intéressant que de te retrouver avec ton cap space à re-signer peut-être Ricky Rubio ou Derrick Favors à ne rien faire? Totalement, mais ça on l'annonce depuis des mois, ça, il y a un je l'annonce, c'est mon petit leitmotiv, mais il y a un embouteillage clair en 2019. Alors il y a beaucoup de monde sur le marché, mais quand t'as des places fortes qui arrivent et qui veulent des gars, on va être honnête, si New York n'a pas ces gars-là, c'est que les gars-là, ils sont soit à Los Angeles, ils vont pas tomber à Charlotte. C'est ça, mais même, tu vois, Sacramento, qui est aussi en Californie, du coup, pourrait aussi être intéressante, quoi, pourrait attirer... Sacramento, ce serait un peu le Denver avant l'arrivée d'Iguodala, quoi.
C'est pour ça, alors là c'est ma nouvelle théorie, je voulais écrire un article là-dessus mais j'ai pas eu le temps. Pour moi, le vrai facteur déterminant, ça sera 2020, parce qu'en 2020, la plupart des contrats de 2016 vont arriver à terme. À terme, à échéance. Et là, 2020, ça va vraiment... Je pense que 2019 va changer la face pour les superstars ou des joueurs de top 10 NBA, mais en gros pour tous les joueurs lambda, entre guillemets, hein, c'est des grosses guillemets, et ben ces joueurs-là, c'est 2020 la clé. Parce que là, tout le monde va se jeter sur les grosses stars, et je pense que maintenant, j'espère, les franchises sont pas assez folles pour balancer des sommes colossales sur les Tobias Harris, sur les Chris Middleton. Donc, ces joueurs-là vont peut-être être obligés de rester dans la franchise où ils sont actuellement, et c'est en 2020 que se feront les décisions pour les role players, avec des grosses guillemets encore une fois. Moi, je pense pas, en fait, puisque je pense qu'il y a pas mal de front office qui seront sous pression. Et pour garder ton poste, tu dois améliorer ton équipe. Et pour garder ton équipe, tu prends des décisions risquées. Et prendre des décisions risquées peut parfois conduire à des catastrophes industrielles. Donc, je pense les front office vont devenir peut-être irrationnels avec certains joueurs parce qu'ils trouveront plus de valeur dans le fait d'avoir ces joueurs-là, quitte à perdre en flexibilité, plutôt que ne pas avoir ces joueurs-là et avoir de la flexibilité en sachant que c'est pas eux qui vont utiliser cette flexibilité-là, puisque si l'équipe ne s'améliore pas, ils seront virés. Tu penses vraiment... Moi, j'ose espérer, je l'ai déjà dit plus d'une fois, qu'il y aura les conséquences de 2016 seront tirées. Depuis 2016, on a vu quel contrat signé où c'était vraiment complètement scandaleux. Tim Hardaway, premier qui me vient à l'esprit. À part ça, c'est parce qu'il y avait aucun cap space autour de la ligue. Mais si tu arrives dans un environnement où tout le monde a du cap space, tu vas arriver sur ton tableau. T'as 10 joueurs. Tu vois joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, joueur 5, joueur 6 sont partis. Tu dois récupérer au moins joueur 6, joueur 7. Tu vas mettre plus que ce que tu avais prévu de mettre à la base. Tu penses vraiment qu'on va encore paniquer? En gros, tu nous annonces 2016 partie 2. Je pense 2016 partie 2, mais sur des contrats plus courts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plein de gars avec des contrats de 4 ans, ce sera des contrats peut-être de 2 ans. Okay. Genre 2 ans, je sais pas moi, pour un role player moyen, tu lui mets 20 millions sur 40 millions sur 2 ans par exemple. Ce qui, je pense, n'est pas beaucoup plus intéressant parce qu'encore une fois, tu te fermes la fenêtre 2020. À voir. En plus, sachant qu'on est sur une année où il y aura énormément de free agents, je rappelle, 50% de la ligue, en gros, peut être libre cette année. Donc, ouais. À voir. C'est vrai que là, je pense que la free agency va être très intéressante. Ce qui rend encore plus stressant le quotidien d'un supporter des Knicks, par exemple, c'est que Kevin Durant ou Kyrie Irving, ils ont pas 3 destinations, ils en ont 8. Bon, j'exagère un peu sur le 8, hein, mais vous voyez l'idée. Enfin, la liste des... Enfin, on va voir, mais leur meeting, les fameux meetings, ils vont être longs. Hein. Ou pas, hein. Tu sais, peut-être que les mecs se sont déjà arrangés et tout, et puis boum, 4 juillet, c'est terminé, on plie bagage. Question, là, le chrono, là, on s'en fiche à ce stade. Si par exemple, disons que comme tu l'as dit, genre, à la seconde où ils peuvent signer, on voit Kyrie Irving et Kevin Durant signer à New York. Et par exemple, Kawhi Leonard signé à Los Angeles. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es NBA, on va pas se dire... Tout ça, aux Lakers ou aux Clippers? Aux Lakers, oui, j'aurais dû préciser. Est-ce qu'on va pas se dire du côté de la Ligue, il serait peut-être temps que cette vieille règle du tampering, on la revoie un petit peu? Oui, mais tu peux rien faire contre ça, ce sont les joueurs en fait. Non mais, juste parce que là, je suis désolé, si ce scénario se déroule comme ça, c'est qu'en amont, ça fait 6 mois que les Knicks, ils savent que les deux arrivent. Ou ils ont eu de la chance. À voir. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que la NBA, ça se transforme au feu de l'amour. Et j'avoue que je suis content, hein, mais je sais pas. C'est quand même, le pari est tellement fou. Je suis en train de me convaincre que les Knicks savent quelque chose. Je suis en train de me convaincre que les Knicks agissent de façon rationnelle et c'est là où je deviens complètement fou. On n'a pas toutes les infos. C'est ça. Ouais, on va peut-être conclure cette séquence qui s'allonge, mais tu ne peux pas trader, même si Porzingis voulait partir à ce point-là, tu peux pas faire ça dans ce timing-là, sachant qu'il fait une saison blanche, sans se dire, les gars, on a un truc qui vient dans 5 mois. À voir. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter. Après, c'est une question de timing aussi. C'est une question de timing aussi, puisque c'est quelque chose qu'ils ont... Tu peux pas, en fait, c'est le seul timing qui te reste, en fait, pour transférer Porzingis.
Puis après, ça deviendrait beaucoup plus compliqué puisqu'il aurait fallu faire un sign and trade. Oui, mais là, le truc tu aurais pas pu te débarrasser des contrats de Lillard. Oui. Mais sachant que, en gros, Porzingis, on en a pas parlé, mais quand on avait eu des rumeurs, les Spurs à un moment, là, ça avec Phil Jackson. Phil Jackson exactement. Ou les Spurs? Non, avec les Spurs. Quand on avait eu les rumeurs avec les Spurs, comme quoi il y avait un intérêt, etc., ça date d'il y a plusieurs mois. Ça veut dire que je pense que déjà, à ce moment-là, il y avait de l'eau dans le gaz. Ça veut dire qu'on va pas me faire croire que c'est le meeting, vu que le trade s'est fait dans les heures qui suivent, le trade était déjà préparé. Ça veut dire que ça fait pas mal de temps côté Knicks qu'on réfléchit à trader Porzingis. Donc, pourquoi le faire enfin, je sais pas. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu récupérer mieux que ça, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont récupéré pour Porzingis, qui revient du SIL? Ça dépend ce que tu voulais récupérer, dans le sens où mais si tu veux le transférer et en même temps te débarrasser des contrats, exactement, plus récupérer des tours de draft. Exactement. Si tu voulais juste des joueurs terrain, ok, tu pouvais faire mieux. Mais là, c'est pour ça qu'on explique depuis 1 heure que le trade côté Knicks, c'est pas du terrain du tout, c'est de la spéculation. Eux, ils sont à Wall Street, ça c'est clair. Et ben, ça c'est totalement réussi, mais ouais, je sais pas. J'avoue que ça fait 4 jours et ça me laisse toujours perplexe. Bonne chance aux fans des Knicks qui nous écoutent. Hein. Bonne chance aux fans des Mavs aussi. Parce que eux, je pense que l'ascenseur émotionnel, il sera moins grand que celui des Knicks, quoi. Ça, tu te dis, au pire, t'as toujours Doncic, t'as encore des trucs, les Knicks, ils peuvent se retrouver avec Dennis Smith, franchise player l'année prochaine. Ça va être compliqué. Mon gars. Aïe. Et bah là-dessus, on va peut-être enfin fermer cette page Porzingis au Mavericks, et on se retrouve juste après la pause pour l'overtime. On va finir cette émission avec le traditionnel overtime dont on va le débuter par quelques minutes sur Victor Oladipo et Indiana. Victor Oladipo qui a malheureusement vu sa saison terminer sur une grave blessure contre les Toronto Raptors, un match que son équipe a quand même réussi à gagner, c'est à noter ça, parce que c'est très impressionnant après le choc de perdre son franchise player. Oladipo est donc absent, on va en parler, Tom, pour les playoffs, vu qu'il reste une petite trentaine de matchs, ça devrait aller côté Indiana, mais on va dire que pour les espérances de cette équipe, notamment en playoffs, où ils continuent à batailler avec les Sixers et Boston pour potentiellement une 3 ou une 4e place, tout à coup, ces espoirs-là se sont envolés en fumée, et même nous, d'un point de vue un peu égoïste pour la suite et en tant que spectateur pour les playoffs, c'est un peu décevant parce qu'on se dirige vers un premier tour de playoffs à l'Est pas super intéressant. Ouais, malheureusement, Oladipo, qui avait déjà manqué des matchs au cours de la saison, il en avait manqué une petite dizaine. 11, ouais. Ouais, voilà, il en avait manqué 11, ils étaient plutôt pas mal, mais là, du coup, là, je pense qu'ils ont joué à ce moment-là en sachant qu'il allait revenir, mais là voilà quoi, on sait qu'il reviendra pas de la saison. C'est une très grosse blessure qui est un peu comparable à celle qu'a eu Tony Parker la saison dernière. C'est un joueur qui joue beaucoup sur son explosivité, donc il y aura peut-être quelques questions sur sa faculté à pouvoir bien revenir et à pouvoir revenir à son niveau là, mais c'est sûr que pour la saison d'Indiana, c'est gravissime, puisqu'ils étaient sur une timeline où voilà, on les voyait un peu comme l'équipe outsider qui était vraiment bien placé dans la conférence et qui tenait par rapport notamment à sa défense, grâce à sa défense, et là qui se retrouve sans son franchise player et qui se retrouve en difficulté quoi. Et du coup on peut se demander mais où va la franchise, puisqu'en fait c'est une équipe qui avait les armes en main pour notamment récupérer un joueur par exemple comme Mike Conley, qui a pas mal de contrats expirants, qu'elle pouvait si jamais elle valorisait un peu moins son cap space, qu'elle pouvait mettre dans des deals pour récupérer des joueurs sur des contrats plus longs mais qui leur apporteraient une plus-value. Là avec la blessure de Oladipo, on peut se poser la question du projet en fait d'Indiana désormais. Ouais, déjà par rapport à, comme tu l'as dit, l'avenir court terme pour cette équipe pour la suite, parce que tu en as parlé, il a raté 11 matchs en milieu de saison. Alors on avait dit à l'époque que les résultats d'Indiana étaient bons. Quand on se plonge un petit peu, ils ont quand même joué durant cette période 2 fois Utah. On était vraiment à une période où Utah était au fond du trou, et les 2 matchs ils les ont gagnés quand même par un écart cumulé de 60 points.
Donc ça veut un peu dire que Utah était au fond du trou. Les autres matchs remportés, c'est contre Phoenix, contre Chicago, contre Orlando, contre Sacramento et contre Washington. Limite, la victoire la plus impressionnante, c'est de battre Sacramento, parce que Washington était également dans une période vraiment difficile au début du mois de décembre. Ils avaient pas c'était pas un moment, ils avaient un calendrier vraiment fou, il était même assez abordable. Là, maintenant, ils entament, comme on l'a dit, on en parlait tous les deux en off, ils entament un road trip, et ça a pas loupé. Par exemple, ils ont raté, ils se sont fait exploser à Washington. C'est assez difficile pour eux. Les playoffs sont quand même assurés parce que ils ont 10 matchs, ils ont plus de 10 matchs d'avance sur le 9e. Il reste 30 matchs, ça voudrait dire que les Pistons devraient finir en quoi? En 20-10 pendant que les Pacers s'écroulent. Moi aussi, enfin, je vois mal une équipe en dehors. Je vois pas les Pistons finir en 20-10. Enfin, moi aussi, j'ai du mal à voir quelle équipe en dehors des playoffs actuellement à l'Est pourrait faire le jump. Je vois pas. Donc ils vont rester, mais c'est clair que je pense qu'ils vont quand même descendre, et je serais pas étonné qu'ils finissent 7-8. C'est triste, surtout qu'en plus arriver 7-8 encore une fois en play-off, là, ça va être difficile pour eux, vraiment très difficile quand ils vont affronter des équipes où il y aura 2-3 joueurs en face qui seront meilleurs que leurs meilleurs joueurs. Qui sera qui d'ailleurs? Miles Turner? Oui, c'est Miles Turner, hein. Le meilleur joueur de l'équipe, ce sera Miles Turner, je pense, avec son compère lituanien. Sabonis et aussi Thad Young qui est très très bon cette saison, notamment sur le plan défensif. Donc là, je pense que ça va être limite pour eux. C'est vrai que ça fait un peu tâche parce qu'ils faisaient une bonne saison. Après, à voir comment déjà va revenir Oladipo, parce que c'est pas une petite blessure comme tu l'as dit. Je sais pas. C'est vrai que là, ça fait un gros coup pour cette équipe et c'est un peu triste parce que ça faisait partie des belles histoires de la saison et j'ai l'impression que ça va se finir un peu en eau de boudin et qu'on va pas trop, parce que l'année prochaine, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contrats expirants. Je sais pas s'ils vont retrouver autant de production dans des contrats aussi abordables l'année prochaine. C'est ça. D'ailleurs, moi, je me demande, est-ce que c'est une équipe qui va pas être tentée d'être vendeuse à la trade deadline? C'est-à-dire que, certes, ils auraient pu être acheteurs si jamais Oladipo était là. Et, on peut même se demander, est-ce qu'ils vont pas essayer de, je sais pas moi, viser un gars comme Jrue Holiday, par exemple, s'il est mis sur le marché, en se disant, bon, il peut peut-être avoir la production de Oladipo et si ça se trouve l'an prochain on recommence avec les deux, mais on l'a sous contrat, on l'a encore avec nous pour 3 ans et on peut avancer comme ça. Ou est-ce qu'ils vont se dire bon écoutez, tout le contrat expirant, tous ceux qu'on n'a pas l'intention de re-signer, du coup on les transfère. Surtout que là il y aura beaucoup plus de concurrence en fait sur des joueurs. Par exemple un gars comme Bogdanovic, il y aura beaucoup plus de concurrence pour re-signer ce gars-là l'an prochain. Des équipes comme Philadelphie pourraient être intéressées. Thad Young, j'ai parlé de Dallas, mais par exemple une équipe comme Denver, si jamais ils re-signent pas Paul Millsap, ils pourraient décider de jeter leur dévolu sur lui puisque c'est à peu près le même type de skill set. Donc peut-être que c'est une équipe qui pourrait devenir vendeuse à la trade deadline. Là où ça peut se comprendre, mais je pense que dans le cas typique d'Indiana, alors d'abord, Jrue Holiday, ça pourrait se comprendre, mais il y a déjà Wojnarowski qui avait rapporté ça, comme quoi l'idée que pas mal d'équipes se sont approchées des Pelicans par rapport à Holiday. Apparemment, les Pelicans sont pas vendeurs. Je referme la parenthèse. J'ai l'impression avec cette équipe d'Indiana qui a aussi, c'est un peu le tempérament de l'Indiana, ça serait un sacré aveu de faiblesse d'être vendeur et de pouvoir échanger des joueurs. Je pense qu'ils vont continuer avec ce groupe-là. Ils vont attendre qu'Oladipo revienne et c'est un peu dans la mentalité de l'Indiana, de cette équipe, de cette franchise. Ils vont pas jeter tout le monde par-dessus bord maintenant que le franchise player est plus là. Ils continuent, ils vont essayer de garder un groupe stable et repartir l'année prochaine sur les mêmes bases. Je les vois pas changer radicalement de politique. C'est ça, c'est une équipe qui est à l'image des Spurs, à un jeu qui est un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir globalement. C'est-à-dire qu'ils prennent énormément de shoot à mi-distance. Petite stat intéressante, ils ont 5 joueurs qui sont au-dessus du 70e percentile dans la proportion de leur shoot pris à mi-distance. Donc en gros, c'est les mecs, ils prennent en gros les shoots qui sont typiquement les shoots que leur laisse l'adversaire. Et du coup, le fait de ne pas avoir Oladipo dans ce rôle-là, qui est désormais remplacé entre guillemets numériquement par une combinaison entre Edmond Sumner, ton ami Edmond Sumner, et Corey Joseph, du coup tu comprends tout de suite pourquoi l'équipe est plus faible tout d'un coup en fait. Et ils prennent un gros coup de bâton, un gros coup de massue offensivement. Oui, mais
c'est clair que tu pourras pas suivre le rendement que tu avais avant, surtout avec Edmond Sumner. Bref, tu pourras pas suivre ce que tu faisais avant. Mais je pense quand même pas qu'ils vont être vendeurs, tout simplement, c'est comme je l'ai dit, la mentalité. Et puis, je sais pas, il y avait un trop bon truc qui s'est créé avec ce groupe-là pour qu'il soit vendeur. Et je pense qu'il y aura un sentiment d'inachevé parce qu'on sait pas ce que ce groupe aurait pu faire en playoff. L'année dernière, ils sortent dans un match 7 contre les Cavs. Cette année, ils étaient quand même en course pour piquer une des têtes de série à un des 4 ogres à l'Est, qui était fou quand même, inimaginable avant. Ils étaient en train de le faire, et surtout ils étaient en train de le faire contre Boston, ce qui est encore plus impressionnant. Donc je pense pas qu'on va abandonner sur ce groupe-là sans avoir vu ce qu'il est vraiment capable de faire. Après, le fait est que il y a une grosse inconnue, c'est que ce groupe-là se base quand même sur Oladipo, même si c'est un collectif, et qu'Oladipo, on ne sait pas quand il va revenir, on ne sait pas comment il va revenir. Mais je les imagine vraiment pas vendeurs. Moi, tu veux qu'on enchaîne, Tom, sur les remplaçants pour le All-Star Game, ou tu as encore quelque chose à dire sur Indiana? Petit truc juste sur les line-up d'Indiana, en fait, depuis la blessure de Victor Oladipo, ils ont que 4 line-up, en fait, qui ont joué plus de 15 minutes ensemble. Alors, celui qui a joué le plus de minutes, c'est-à-dire 52 minutes, c'est le line-up avec Thad Young, Darren Collison, Corey Joseph, Bogdanovic et Miles Turner. C'est un line-up qui est plutôt bon, puisqu'il affiche un net rating de 17,4, plus 17,4 avec un offensive rating de 105,9 et un defensive rating de 88,5. Le souci, c'est que les 3 autres line-up qui ont joué autant de minutes, le meilleur, il est à moins 9,3 et les 2 autres sont à moins 24,4 et moins 29,7. Donc on comprend tout de suite que voilà, c'est une équipe qui souffre en fait du domino Oladipo, puisque on en parlait la semaine dernière, plus que la perte de Oladipo, c'est le niveau des gars qui vont remplacer les gars qui remplacent Oladipo. Les gars qui remplacent, on enchaîne par les remplaçants pour le All-Star Game. Ils ont été révélés cette semaine. On démarre à l'ouest. Damian Lillard, Russell Westbrook, Klay Thompson, Karl Anthony Towns, Nikola Jokic, LaMarcus Aldridge et Anthony Davis. À l'est, on a donc Bradley Beal, Ben Simmons, Kyle Lowry, Chris Middleton, Blake Griffin, Nikola Vucevic et Victor Oladipo, qui a été remplacé par D'Angelo Russell. C'est quand même très proche de ce qu'on avait mis nous. La seule grosse surprise, et moi qui m'a fait tiquer et qui m'a même fait dire dans notre conversation du site, c'est un scandale, c'est Klay Thompson. Ouais, c'est bizarre. Enfin, tu vois, limite, moi, Gobert, je le prends avant Klay Thompson. Hein. La saison de Klay Thompson, elle est pas... C'est surtout ça, en fait. Globalement, l'argument pour les All-Stars, c'est quoi? C'est soit il fait une grosse saison, soit c'est un élément important d'une équipe qui gagne beaucoup. Je vois pas comment tu peux justifier qu'une équipe comme le Golden State ait 3 All-Stars quand Denver en a que 2. En a qu'un, pardon, même. Oui, mais après, on a qu'un, mais après, la différence de niveau Exactement. entre le deuxième gars de... Exactement, la différence de niveau, elle est énorme, donc ce qui fait que, normalement, ton argument, ça serait sur le niveau de Klay Thompson, et le niveau de Klay Thompson, je veux dire, il est très loin de faire sa meilleure saison en carrière. Totalement. Et il se rattrape depuis 3 semaines. C'était au début. Bah c'est ça, c'est le côté highlight, c'est peut-être le côté mémoire récente, tu vois, le recency bias, comme disent les Américains. Mais moi, ça me choque de voir aucun joueur du Jazz, et notamment pas de Rudy Gobert, quoi. Ouais, je sais. Enfin, c'est incroyable. Comme on l'avait dit, il y avait eu ce débat-là, entre nous. Je sais que moi, Alan, était plus Mitchell, toi, Gobert, mais c'est vrai que mettre Klay à la place d'un joueur du Jazz, ça fait vraiment tâche. Enfin, moi, je me dis vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un All-Star une sélection qu'il a eu sur le CV. Typiquement, et qu'il a pas eu sur ce qu'il a fait cette saison. Aussi, un petit problème, peut-être, c'est que tu parles de biais récents. Utah, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont bons. Hein. Enfin, avant, ils étaient pas bons. Ce qui veut dire que on sait que c'est les coachs qui votent pour les postes de remplaçants. Si tu as 10 coachs qui ont joué à Utah quand ils étaient au fond du trou, et qui ont pas, vu qu'ils ont d'autres choses à faire, qui ont pas eu le temps de réactualiser en regardant des matchs d'Utah, ça se trouve, ils ont préféré aller vers une valeur sûre plutôt que des joueurs qui sont bons récemment, mais ils ont pas eu le temps de voir cette évolution-là récente. Ouais, ça s'entend, ça peut s'entendre. Effectivement, ça peut s'entendre. Même si je trouve que, enfin, c'est limite, voilà, tu as la chance, entre guillemets, d'avoir le droit de vote pour le All-Star Game.
Tu fais un minimum tu fais un minimum tes devoirs. Faudrait déjà demander, j'en suis sûr que moi, en soi, il y en a qui doivent prendre ça à la légère, il y en a d'autres qui doivent être très concentrés, mais tu vois, typiquement, j'aimerais bien savoir comment s'y intéresse Popovic à ça. Enfin, quel temps quelle approche ils ont quel temps il y accorde. Enfin moi ça m'intéresse vraiment parce que je pense que quand t'es selon où tu te places et ta franchise, t'as pas forcément le même temps. Si tu es une franchise au fond du trou, peut-être que oui, en février t'as déjà un petit peu plus de temps quand les playoffs sont totalement loin d'être dans tes possibilités peut-être, mais quand je sais pas, t'as une franchise, on te demande les votes alors que t'es en plein road trip, bah c'est tout bête, hein, mais c'est du pratique. Le coach, il a peut-être pas le temps en plein road trip de s'intéresser à ça. Et c'est là où peut-être qu'un mec comme Klay Thompson en profite. Sachant que voilà, les Warriors sont sur une période où ils marchent un peu sur l'eau, ils enchaînaient, je crois, 10 victoires, je crois, consécutives, voire 11 avant de perdre contre Philly, là, cette semaine. Donc, peut-être que c'est vraiment le biais récent, écoute, hein. Ouais. Mais moi c'est bizarre, c'est plus dur de voir aucun joueur du Jazz. Par rapport à Klay, juste par exemple. Et 3 Warriors. Ouais, c'est vraiment le truc des 3 Warriors qui me gêne. Enfin, Klay Thompson, là, il va avoir sa sélection All-Star Game. Si on prend par exemple son efficient field goal percentage, alors c'est bien sûr, je réduis le tableau, mais c'est le pire. Ça sera la pire saison au niveau de réussite au shoot où il est All-Star. Enfin, c'est normal puisque Klay Thompson est aujourd'hui le joueur dans la ligue dont la proportion des shoots est la plus importante à mi-distance. Oui. Aujourd'hui, Klay Thompson est dans le top 5 de la proportion des joueurs qui prennent le plus de shoots à mi-distance dans leur proportion de shoot. Alors que c'est un des gars les meilleurs de l'histoire à 3 points, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais il les met quand même très très bien, ces shoots-là à mi-distance. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est qu'il en met. Mais c'est juste que par exemple à 3 points il est peut-être moins à l'aise que les années précédentes, c'est sa pire saison en pourcentage à 3 points, donc ce qui fait que c'est difficile. Donc il step in, c'est-à-dire que genre les mecs sortent sur lui, s'il est pas en confiance, genre il step in et quand il prend un tir à mi-distance, tu vas me dire. Il va faire un petit drive, il va pas aller jusqu'au cercle, il va shooter à mi-distance. Mais ouais, c'est un petit peu le choix qui choquer c'est un grand mot, mais qui fait tiquer. Après, je sais que par exemple Alan, quand on avait fait nos sélections, il l'avait, hein, donc ça veut dire que c'est pas complètement fou, quoi. Et à part ça, je pense qu'on est d'accord pour dire que tout se défend. Alors, D'Angelo Russell qui vient remplacer Victor Oladipo, c'est assez tragique pour la conférence Est, mais... Quand tu vois par exemple un gars comme Doncic n'y est pas, Gobert n'y est pas, tu peux te poser la question, tu vois, à l'Est, tu vois, si CJ McCollum n'y est pas, même s'il fait une saison un petit peu moins bonne que l'année dernière. Vous aurez compris que Tom ne veut absolument pas citer Donovan Mitchell. Hein. Vous aurez compris que Tom ne veut pas citer Donovan Mitchell. Donovan Mitchell n'y est pas. Donovan Mitchell n'y est pas, mais bon. Écoute, non mais content pour D'Angelo Russell du coup, qui c'est pas mal. Ouais, franchement la cote devait être belle à Vegas en début de saison pour D'Angelo All-Star. Elle devait être encore plus. Je pense que à sa draft on te dit 5 ans après il sera All-Star, au moment de sa draft, t'y crois. Et je pense que si on te dit ça il y a 2 ans qu'il sera All-Star dans 2 ans, je pense que t'y crois pas. Ouais. Mais si on te dit il est All-Star à l'Est, tu te dis ah d'accord, ok, c'est bon, ça passe. Mais oui, c'est horrible. Mais oui, on est méchant, mais il y a pas trop de surprises en fait. Si vraiment vous voulez nos débats, je pense qu'il faut vous reporter à, je vais pas dire qu'on a été bon, c'est plutôt, je pense que moi le fait que nos prédictions et nos avis se rapprochent énormément des choix du choix final des coachs, ça explique tout simplement, ça rejoint ce qu'on avait dit durant l'épisode, c'est une année assez simple. Ouais, c'est ça. C'est une année où dans chaque conférence, il y avait 13 joueurs, 14 à la rigueur, et tu peux peut-être tu t'écharpes sur le 12. À l'Ouest peut-être 16, hein, peut-être 16. 16, mais... À l'Ouest, peut-être 16-17, mais avec un cut beaucoup plus marqué, c'est-à-dire que t'es moins dans le mec qui aurait limite pu être l'NBA. Exactement, et aussi... C'est vraiment dans le mec niveau All-Star. Et aussi, j'ai l'impression que 16-17, c'est même en termes de niveau de joueur, on est moins sur des trucs fous. On est dans du moins clinquant, ouais. C'est du Tobias Harris, c'est Mike Conley, exactement. C'est moins fou que... C'est pas genre Damian Lillard il y a 2 ans. Quoi. Exactement, ouais. Donc, à ce niveau-là, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Tom, mais... Le All-Star Game se rapproche, c'est ça la bonne nouvelle de la séquence. Non, ça te... Ouais. Content pour Chris Middleton,
Content pour du coup d'Angelo Russell, écoute, hein, puisque c'est un joueur qu'on apprécie particulièrement au sein du site, hein, il me semble. J'ai l'impression que tout le monde aime bien joueur. J'aime bien que tout le monde aime D'Angelo Russell. C'est parce qu'il a du swag en fait. Faut être honnête, c'est juste pour ça. Ouais, c'est un joueur qu'on apprécie pas mal, c'est un joueur qui est assez élégant en plus à avoir joué, donc ouais, content pour eux, content pour Vucevic aussi, même si je pense que s'il était dans l'autre conférence, quand tu vois Vucevic All-Star d'un côté, Gobert pas All-Star de l'autre côté, pour moi ça me fait beaucoup tiquer, franchement, mais écoute, c'est comme ça, et puis un peu moins content pour Wade et Doc, quoi. Enfin, pour ceux qui regardent, tant mieux pour eux, mais bon, moi je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Non, c'est totalement ridicule, ça... Ah Tom, tu m'emmènes sur un terrain glissant là, mais ça perpétue l'image qu'on va se faire du All-Star Game peu reluisante en donnant des spots à des joueurs qui ne méritent pas. Enfin clairement c'est ça, hein. Moi je veux dire au bout d'un moment, c'est comme ça que je le vois et ça m'énerve. Enfin honnêtement ça m'énerve, je vois pas vraiment où on va en donnant ces spots là. Dans quelle mesure ils vont jouer, on sait pas trop ça. Qu'est-ce que vont être est-ce qu'ils vont entrer en cours de match, on sait pas trop ça. Enfin, je veux dire, non, je trouve que ça perpétue l'image ridicule du All-Star Game et ça me plaît moyen quoi. Avoir au moins comme tu me l'as dit en off et c'est vrai, ils piquent pas des places à des joueurs qui auraient pu penser à être All-Star et ça c'est déjà pas mal, qui auraient mérité d'y être. Bah, c'est ça déjà, ouais. Mais bon, ça me plaît pas trop non plus parce que je sais pas, j'ai rien à rajouter, parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Pierre avait dit, c'est pas le All-Star Fame ou quelque chose comme ça, All-Star Game des légendes, il a totalement raison, quoi. Parce que le problème, c'est que maintenant, on a créé un précédent, et que tous les ans, on va avoir ce genre de cas. J'annonce, hein, tous les ans. Tu vois, mais je suis désolé, mais même, tu vois, pour Dirk, ça n'a pas forcément arrangé, mon historique avec les Mavericks, mais tu vois, Dirk qui est au concours à 3 points, pour moi ça n'a pas de sens. Alors oui, c'est le OG des grands qui shoot de loin, mais... le OG. Non mais tu vois, c'est pas ouais, tu vois, j'aurais limite préféré un mec comme Davis Bertans qui cette saison prouve qu'il est l'un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue, mais qui est pas, quoi. Déjà la vraie question c'est, il va tirer combien des 30 ballons disponible. Je pense que moi, je pense qu'on va être surpris. Je pense qu'on va être surpris de ce qu'il va faire. Pour moi, il atteint même pas le dernier rack. Hein. Il touche même pas un ballon du dernier rack. J'annonce ça. Il touche pas un ballon. Tu penses il met tout, tu penses il met tous les ballons, tous les moneyballs au 3e rack ou au 2e pour être vraiment sûr, toi. Si jamais il se fait un truc à la hanche au premier pour être sûr, aucun souci. Non, mais vraiment, pour moi, il touche pas parce que tous les ans, au premier tour, il y en a qui galèrent parce que faut armer super vite. Et déjà, de base, la mécanique de Doc, c'est pas une mécanique qui se prête à un concours à 3 points. Donc, en plus, avec l'âge, à moi, les gars, ils touchent pas un ballon du dernier rack. Et je dirais même qu'il ne finit même pas la moitié des ballons de l'avant-dernier. Ce sera mon pronostic. Là, on a perdu 90% de notre audimat. Il y a que 10 personnes qui nous écoutent, je pense encore, quand on parle de ballons pour le concours à 3 points. C'est comme ça, je pense que on va conclure, Tom, à part si t'avais quelque chose à rajouter. Non, mis à part qu'on arrive au moment de ta période préférée de l'année. Donc, je te souhaite de profiter. Hein. Tu cumules... tu vas cumuler le Super Bowl plus le All-Star Game et la trade deadline. Et la trade deadline. Donc, du coup, t'es bien. Je tiens à préciser que j'adore le All-Star Game, mais je suis pas fou. Je préfère quand même les playoffs et les finales NBA. Je suis pas fou. C'est juste que j'apprécie ce moment-là. Février. Voilà. Février, pour moi, c'est le début. Là, maintenant, la saison NBA, elle commence vraiment. Voilà. Là, c'est le début. On est en février. C'est la ligne droite après le All-Star Weekend. Tout le monde sait qu'il reste 25 matchs. Il faut y aller. Il faut aller à fond. Les équipes qui vont en playoff vont s'armer. Donc, c'est le meilleur moment parce que tu sais que ça démarre vraiment. Il y a aussi des matchs bien pourris. Ah oui, c'est aussi le moment. Toutes les équipes qui toquent, là. C'est aussi le moment où il y a des blowouts. Faut être stratégique, bien sûr. Les auditeurs, faut être stratégique. Là, je t'avoue que si t'es fan des Bulls, c'est peut-être le moment où faut arrêter les frais et commencer à regarder les autres bonnes équipes, les bonnes équipes, pas autres. Hein. Le autre est pas nécessaire dans la phrase. Faut regarder les autres équipes de la ligue. Du coup, c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 148 du podcast Dunk Hebdo. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous poser des questions. On essaiera d'y répondre à la fin de l'épisode dans l'overtime. Abonnez-vous aussi sur les plateformes où vous écoutez nos émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 149.
Par superstition, je ne vais pas annoncer le sujet de la semaine prochaine, parce que je pense qu'il va être encore une fois décalé vu l'actualité qu'il y aura, mais il est déjà préparé normalement, et nous, on vous souhaite une excellente semaine. Salut!